Voilà, il est 13h30 et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'introduire l'orateur de la conférence Neurologie et Psychiatrie des JNPN. Luc Zimmer est professeur de neuropharmacologie à l'Université de Lyon et à l'INSTN, l'Institut national des sciences et techniques du nucléaire, sur le plateau de Saclay. Il dirige une équipe de recherche au Centre des neurosciences de Lyon et a entre autres nombreuses responsabilités. Il exerce la présidence du conseil scientifique de la Société française de pharmacologie et thérapeutique et il modérait tout à l'heure une session de neuropsychopharmacologie sur les thématiques, notamment des maladies neurodégénératives. Donc depuis de nombreuses années, le professeur Zimmer a ses travaux qui portent sur la TEP, que ce soit en préclinique, avec l'utilisation des techniques sur les modèles animaux, en particulier des maladies neurodégénératives, et puis avec les prolongements cliniques sur les grandes défaillances des voies de neurotransmission, en vue d'explorer à la fois les maladies neurologiques et psychiatriques. Donc c'est dire si il est particulièrement bien placé pour nous introduire à la fois aux difficultés des voies de transmission dans ces grandes maladies et dans tout ce qu'on peut peut-être attendre des voies du futur concernant les thérapeutiques médicamenteuses sur ces sujets. Donc je vais lui passer la parole sans tarder. Je voudrais préciser qu'il s'agit d'une conférence plénière et qu'à ce titre, si je puis dire, elle se suffit à elle-même. Il n'y aura donc pas de séance de questions à l'issue de la conférence. Il n'y aura pas non plus de séance de questions, vous savez, au bas de l'estrade, comme il y a souvent, parce que le programme chargé des JNPN fait qu'il y a immédiatement derrière une session à 14h15 qui enchaîne derrière, mais Luc Zimmer est d'accord pour, à l'extérieur de l'amphithéâtre, et éventuellement rencontrer certains d'entre vous qui voudraient prolonger la discussion. Voilà, donc assurons ensemble la fluidité des sessions à 14h15. Voilà, je passe la parole à Luc Zimmer. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis enchanté d'être parmi vous. Merci aux organisateurs, Pierre-Michel Lorquin en particulier, qui m'a fait cette proposition il y a de nombreux mois déjà. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais vous parler de neuroimagerie. Alors, au sens large, on va parler de TEP, mais également de neuroimagerie en IRM, un petit peu en MEG également, pour voir ces différents champs et ces apports, même s'il faut parfois les relativiser, dans la recherche de nouveaux médicaments du cerveau, vaste programme. Ah, il faut juste que je trouve... Non, là, pardon, on va la refaire. Voilà, je pense que je n'ai pas le bon... Voilà, c'est bon. Très bien, alors mes liens d'intérêt sont ponctuels. Je cite tout de même plutôt des collaborations scientifiques avec des partenaires industriels, avec un Labcom, avec une société biopharmaceutique française, et de nombreuses collaborations scientifiques avec des chercheurs du monde industriel, tant dans le domaine de la pharmacologie, des médicaments du cerveau, que dans le domaine de l'instrumentation et de la neuroimagerie. Et ce sont des collaborations extrêmement fructueuses et très riches scientifiquement. Alors, le contexte général, et je ne vous l'apprendrai pas, et ça concernera peut-être plus les psychiatres qui sont présents dans la salle que les neurologues, qui sont finalement mieux dotés en termes de pharmacologie. Mais vous savez que dans le domaine des médicaments du cerveau en psychiatrie, les psychotropes au sens large, eh bien, vous prescrivez actuellement des médicaments qui ont tous plus de 50 ans, voire 60, 70 ans. Et finalement, les théories monoaminergiques ont été très très peu renouvelés depuis, et on a toujours, même si dorénavant on a vu au fil des sessions, on a des pistes qui émergent, mais clairement les mécanismes d'action de vos molécules sont toujours inchangés, et leurs efficacités, certes avérées pour certaines, puisqu'il ne faut pas faire de jeunisme dans le domaine de la pharmacologie, une vieille molécule peut être une très bonne molécule,
Tout est question de rapport bénéfice-risque, mais vous le savez très bien, il y a un certain nombre de molécules pour lesquelles il y a des effets secondaires très larges. Et donc, on s'en contente actuellement beaucoup en psychiatrie. En neurologie, le paysage est beaucoup plus hétérogène. Il y a des avancées spectaculaires, tant conceptuelles qu'avec des traductions thérapeutiques, dans la sclérose en plaques, par exemple, dans la migraine également. Il y a des stagnations aussi. Le Parkinson, ça a été abordé tout à l'heure dans une session où finalement on a peu changé la stratégie depuis de nombreuses décennies. Et puis il y a des impasses, comme la maladie d'Alzheimer, où rien n'avance vraiment. Alors, dans ce contexte-là, il y a, c'est vrai, et c'est proche, et c'est plutôt pro les maladies psychiatriques, il y a des articles régulièrement professionnels qui sont quand même assez alarmistes et qui disent, mais finalement, tous ces milliards de dollars investis par les industriels, toutes ces collaborations académiques qui ont donné si peu de choses, c'est vrai qu'il y a vraiment une remise en question vraiment fondamentale du processus de R&D dans le domaine de la neuropsychopharmacologie. Et particulièrement, c'est ce concept comme quoi il faut beaucoup de molécules candidates et avec cette espèce d'entonnoir pour à la fin aboutir à une seule molécule. Non, c'est vraiment un échec et le domaine de la psychiatrie est celui où il y a le plus d'attrition, où il y a le plus d'échecs, comme vous le savez. Et donc, il y a eu en même temps un désengagement de beaucoup d'industriels, il y a 10 ans à peu près, dans le domaine de la recherche en psychiatrie. Il y a un changement, il y a une émergence à nouveau. On sent qu'il y a à nouveau un bruissement intéressant dans le domaine, mais tout de même, il y a beaucoup à faire et on ne propose que très peu de choses de neuf, de réellement neuf, de conceptuellement neuf aux psychiatres actuellement et parfois pas assez aux neurologues également. Alors, évidemment, je ne prétends pas vous apporter des solutions et ça restera très modeste comme contribution, mais c'est vrai qu'on a des mots-clés, des mots à la mode aussi, il faut bien le dire, les termes de recherche translationnelle qui sont très importants, où il faut créer davantage de liens entre le préclinique et le clinique, éviter le bottom-up qui, passer du modèle animal à l'homme, ça ne marche pas en psychiatrie, on le sait, donc il faut voir cela différemment, avec plus d'échanges. Et les structurations de sites de recherche, d'ailleurs, tentent aussi de privilégier ces échanges entre scientifiques, entre praticiens et parfois entre industriels qui ont eux-mêmes leurs propres bons chercheurs. Il y a la notion de biomarqueur qui est très importante, que je ne fais que survoler, mais qui est un sujet en soi, particulièrement dans le domaine de la psychiatrie, où il y a quand même une absence cruelle de biomarqueurs au sens validé du terme, hein, n'est pas biomarqueur qui veut. Et puis l'imagerie. L'imagerie est aussi évoquée comme piste, et donc je vais vous montrer dans cette balade que l'on va faire ensemble pendant une quarantaine de minutes, vous illustrer en quoi la neuroimagerie peut aider au développement de nouveaux médicaments. Alors on va voir comment, d'abord, on va partir de la base, comment l'imagerie peut être largement utilisée pour dérisquer la recherche, cette notion de risque, de nombreux échecs, de go, no-go qu'on a souvent dans le jargon anglo-saxon industriel. Je vais ensuite vous expliquer comment l'imagerie elle-même peut vraiment aider et accélérer des concepts émergents qu'on a déjà vus, entendus au cours de sessions de ce congrès, et je vais vous illustrer en quoi l'imagerie peut apporter. Et puis enfin, l'imagerie peut aussi proposer des outils. Et dans le domaine de l'outil, parfois, on dit souvent il faut la question avant l'outil. Dans le domaine de l'imagerie, qui sont des technologies très très lourdes, très coûteuses, avec beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'expertise, il s'avère que souvent, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut d'abord l'outil pour avoir la question scientifique qui va après, et voir la question médicale, voir l'application médicale. Et je vais vous l'illustrer à la fin rapidement. Alors, dérisquer la recherche des médicaments du cerveau, il faut finalement repartir sur la base de l'imagerie, à quoi ça a servi et pourquoi ça a été développé au départ. D'ailleurs, l'imagerie biomédicale a d'abord été développée chez l'homme. Hein. Les modèles de micro-TEP, de micro-IRM ont été développés bien après. C'était au départ une technologie faite pour explorer chez l'homme, voir chez l'homme les fonctionnements, et le cerveau était un des premiers organes à être ciblé. Et donc, c'est voir là où les cibles. Et ça, c'est vraiment la tomographie par émission de positons, que vous connaissez comme technologie d'imagerie moléculaire qui utilise des molécules radioactives, donc des radiopharmaceutiques lorsqu'ils sont transposables et lorsqu'ils sont autorisés chez l'homme. Eh bien, en fait, c'est une technologie qui date, on va dire, dans les années 80. Et finalement, le premier papier, l'article vraiment fondateur, même si c'est un peu disputé par d'autres équipes, notamment même à Orsay, on se le dispute un peu, c'est 1983, avec l'équipe de Henry Wagner au Johns Hopkins University à Baltimore, que vous avez sur la photo de gauche, qui était un médecin nucléaire, qui était entouré d'une équipe de radiochimistes, de radiopharmacologues, de physiciens. Et cette équipe a mis au point le premier radiotraceur, c'était de la méthylspépirone, on ne rentrera pas dans les détails, une molécule qu'on utilisait dans la pharmacologie expérimentale,
qu'ils ont radiomarqué avec du carbone 11, donc qui est visible dans les caméras, et on a obtenu cette image de droite qui a été co-signée par les auteurs. C'était d'ailleurs le cerveau de Henry Wagner qui est passé sous la caméra. À l'époque, les chercheurs en imagerie pouvaient encore passer eux-mêmes sous la caméra, ça a bien changé, et pourtant parfois ça a accéléré les choses, c'est vrai. Alors, et ça a été un papier dans Science en 1983. Et puis ensuite, eh bien, les choses ont avancé, et la première stratégie qu'il y avait dans la communauté, c'était d'utiliser les psychotropes, qui étaient déjà largement disponibles, notamment ceux qui étaient les plus spécifiques, les ISRS, pour les radiomarquer en disant, voilà, on a un médicament, on sait qu'il se fixe sur une seule cible, il suffit de remplacer un carbone 12 non radioactif par un carbone 11, et on aura de l'imagerie. Malheureusement, ça ne marche pas bien, et ces quelques tentatives ont échoué, puisque ça donne des images extrêmement moches, absolument, ou pour lesquelles on ne distingue pas de région d'intérêt cérébral. Il faut juste dire, et je fais que le pointer du doigt, on ne va pas le détailler ici, mais c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une molécule qui se fixe spécifiquement dans une région ou sur une cible, idéalement un médicament déjà utilisé chez l'homme, et le rendre radioactif pour transformer cela en radiotraceur. Il y a d'autres propriétés biophysiques, biochimiques qui entrent en jeu et qui font que finalement on peut très très rarement utiliser des médicaments existants, même s'ils sont très spécifiques ou prétendument très spécifiques, pour les transformer en radiopharmaceutiques. C'est chaque fois un développement qui peut mettre de nombreuses années à envisager. Mais sinon, et ça c'est les années 1990, 2000, 2010, il y a eu un développement de radiotraceurs très large, notamment dans le système dopaminergique. Alors ce sont quelques exemples ponctuels et tout à fait partiaux que j'ai choisis, qui permettent d'imager des sites présynaptiques, des récepteurs, qui permettent d'imager des transporteurs, également de suivre le métabolisme de la dopamine avec la fluorodopa marquée au fluor 18. Alors pourquoi le système dopaminergique a été largement exploré? C'est parce que dans les tiroirs des radiochimistes, c'est là où il y avait le plus de molécules. Vous savez que la psychopharmacologie, c'était quand même le système dopaminergique qui a été vraiment saillant pendant de nombreuses années, pour lequel il y avait donc beaucoup d'outils moléculaires utilisables et qui ont été utilisés par les radiopharmacologues. Il y a eu aussi ensuite toute l'émergence du système sérotoninergique, avec ici une image TEP du transporteur de la sérotonine que nous avons obtenu. Alors ne vous détrompez pas, ou ne vous trompez pas, l'image a l'air très bien résolue parce qu'on a fusionné une IRM anatomique en dessous. L'image TEP, vous voyez, elle est quand même beaucoup plus floue. Il y a ensuite les récepteurs 5-HT2A qui ont été très intéressants et qui, vous le savez, sont associés au mécanisme d'action des antipsychotiques dits de seconde génération. Il y a eu des traceurs qui ciblaient des récepteurs un peu moins explorés, même si ce sont des cibles également d'antipsychotiques, voire d'antimigraineux, les 5-HT1B. Et puis les 5-HT1 qui nous intéressent particulièrement, vous avez là une image très marquée, classique d'un 5-HT1 qui se fixe au niveau hippocampique, au niveau des noyaux du rafet. Donc des belles images, certes, un peu floues, c'est vrai, mais qui ont quand même l'avantage d'être la manière unique de voir in vivo chez l'homme, chez l'animal aussi, mais là je parlerai essentiellement de l'homme, une signature moléculaire. Et ça, c'est vraiment unique, c'est qu'on voit, et ça, c'est une simulation, c'est pas une vision d'artiste, c'est une simulation par supercalculateur de modélisation moléculaire qui simule la niche une partie d'une niche du récepteur 5-HT1A et qui permet, par ce qu'on appelle du docking, comme son nom l'explique, de visualiser, de vérifier que le radiotraceur, ici c'est un radiotraceur des 5-HT1A, rentre bien dans une niche. Donc on a vraiment une signature moléculaire très très fine. Et ça a beaucoup excité la communauté, la psychiatrie et la neurologie dans les années 2000, notamment dans la période dite de psychiatrie biologique, avec l'essor de la psychiatrie biologique, parce qu'on se disait, un peu hâtivement, il faut le dire, qu'on a des traceurs, on peut voir des cibles. Dorénavant, on peut donc déterminer des phénotypes grâce à l'imagerie et prouver que telle pathologie va être liée à telle diminution de densité de récepteurs. Et il y a eu beaucoup de travaux entre 2000 et 2010 qui ont inclus un nombre souvent limité de sujets. Il faut dire que la technologie est très coûteuse et n'est pas accessible à tous les sites. Et notamment avec ce papier qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est l'imagerie donc de la densité des récepteurs 5-HT1, c'est des sujets bipolaires en phase dépressive, et surtout qui sont naïfs de tout traitement, puisque la grande difficulté, vous l'imaginez, c'est que si on veut avoir une image phénotypique, il faut que le sujet, que ce soit en neurologie ou en psychiatrie, n'ait pas un traitement concomitant qui puisse
qui puisse entrer en compétition avec l'imagerie. Et donc ça, c'était une très belle image, avec beaucoup d'espoir à ce moment-là, lorsqu'elle a été présentée en congrès. On a, vous voyez, une augmentation, les niveaux de rouge montrent les augmentations de la densité des 5-HT1. On s'est dit, ou certaines équipes se sont dit beaucoup trop naïvement, ben voilà, on a une signature de la bipolarité, une augmentation des 5-HT1, ben pourquoi? D'un point de vue pharmacologique, tout simplement, on va antagoniser ces 5-HT1 pour peut-être avoir un effet antidépresseur adapté aux patients bipolaires. Échec complet. On se rend compte très vite que c'est conceptuellement totalement réducteur, et je ne vous l'apprendrai pas, une cible thérapeutique n'est pas liée à une pathologie est beaucoup plus complexe. Et là où on s'est rendu compte, lors de méta-analyse, vous ne comprenez rien à ce qui apparaît ici, c'est normal, c'est parce que c'est une méta-analyse qui reprend une trentaine d'études en psychiatrie qui ont mesuré, avec des traceurs différents, la densité des 5-HT1A, chez des patients des troubles anxieux, dépression unipolaire, bipolaire, schizophrénie. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a rien de discriminant. C'est qu'on ne peut pas distinguer une population d'une autre. Donc l'imagerie en tant que telle, pour phénotyper, pour comprendre la physiopathologie, des pathologies neurologiques, surtout psychiatriques, mais partiellement neurologiques aussi, ça a ses limites, clairement. Alors heureusement, l'imagerie permet de faire d'autres choses. On peut, de manière plus pharmacologique, justement tenter de dérisquer le développement de médicaments, et ça passe notamment par suivre quelque chose qui très souvent est oublié dans les essais cliniques, c'est qu'on a des études in vitro, on a des études sur modèles animaux, on a a priori un mécanisme qui est pertinent, et ensuite on le passe à l'homme. Et on oublie de vérifier qu'en l'administrant à l'homme, après la toxicologie réglementaire, eh bien, que ce médicament va bien rentrer dans le cerveau et va bien se fixer sur la cible. C'est une question complètement basique, mais qui, dans les analyses dorénavant, dans les groupes de réflexion internationaux, est sûrement liée à une grande majorité des échecs thérapeutiques dans le domaine des médicaments du cerveau. Le médicament candidat ne rentre pas suffisamment dans le cerveau. Alors pour cela, eh bien, il y a des approches, et si je vous dis que ce médicament ne rentre pas, c'est crucial parce que dans la thérapeutique actuelle, en psychiatrie en tout cas, vous utilisez ce qu'on appelle des petites molécules. C'est des molécules dites de chimie classique, qui ont des petits poids moléculaires, donc qui pourraient passer en dépit de transporteurs, hein, ça a été abordé aussi ce matin, c'est pas aussi simple, mais a priori ça peut rentrer, mais il y a tout de même des propriétés de lipophilie qui font que ces petites molécules souvent ne rentrent pas. Elles peuvent être pertinentes, elles peuvent avoir des affinités intéressantes, mais elles ne rentrent pas assez. Alors vous me direz, on augmente les doses, mais si on augmente les doses, c'est les effets indésirables, centraux et périphériques, qui peuvent augmenter. Donc c'est un problème vraiment crucial, le passage des molécules, et je ne parle pas des grosses molécules qui intéressent dorénavant plus les neurologues, comme les anticorps, comme les oligonucléotides, comme les peptides, qui sont aussi un champ qui se développe. Donc faire rentrer le médicament dans le cerveau, c'est crucial. Alors, il y a une approche, et qui est la seule approche disponible actuellement, grâce à l'imagerie TEP, elle est simple en fait, ça suppose de radiomarquer le médicament candidat, qui n'est pas développé dans une perspective d'en faire un radiotraceur, hein. Le but n'est pas de visualiser une cible, là, c'est tout simplement de le rendre radioactif, de l'administrer à un sujet sous la caméra TEP, et de voir si ça rentre dans le cerveau tout simplement. Alors quand je dis tout simplement, un radiochimiste me dirait, attention, c'est pas si simple, remplacer un carbone de la molécule d'origine non radioactive par un carbone radioactif, qui sera strictement le même d'un point de vue biologique, c'est souvent une complexité, c'est une vraie recherche en tant que telle de radiochimiste. Mais si on arrive à le faire, eh bien, on a des informations très utiles. Vous avez ici, vous l'avez, je suis sûr, reconnu, la structure chimique du citalopram à votre gauche. Eh bien, vous avez une équipe industrielle, hein, Lundbeck, pour ne pas les citer, qui avait travaillé avec des académiques à Uppsala et qui avait donc radiomarqué un certain nombre de molécules candidates pour vérifier, avant de développer les essais cliniques, si ces molécules, avant de passer à des études plus larges, si ça rentre tout simplement suffisamment ou pas dans le cerveau. Les images sont très moches, mais peu importe, on arrive tout de même à voir que la molécule de gauche, elle rentre bien dans le cerveau, et les molécules de milieu et de droite rentrent beaucoup moins. Et donc, avec quelques essais chez des volontaires sains, ils ont choisi de développer la molécule de gauche, qui d'ailleurs peu après a échoué au niveau clinique, mais ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'ils ont pu faire des choix très rapides, préalables, chez le volontaire sain, encore une fois, je parle bien de l'homme et pas de modèle animal. Donc ça c'est une approche qui est intéressante. Ça a été fait également après, plus récemment, chez le primate, pour justement reprendre toutes les grandes molécules utilisées en psychiatrie, voire en neurologie, et vérifier leur passage cérébral. Ça donne des informations intéressantes que je ne vais pas développer ici.
Donc, la molécule, est-ce que le médicament rentre dans le cerveau? Première étape. Deuxième étape, est-ce que le médicament se fixe sur la cible? Parce que ça, c'est crucial, évidemment. Donc là, ça suppose d'avoir un radiotraceur disponible, un radiopharmaceutique, qui va permettre de visualiser la cible que vous cherchez, qui est considérée comme la cible principale de l'effet du médicament. Par exemple, pour les antipsychotiques, ce seront les récepteurs D2, qui ne sont pas uniques, mais qui sont l'effet premier de l'effet antipsychotique. Pour les ISRS, dont on parlera, c'est le transporteur de la sérotonine, même s'il y a d'autres cibles. Donc le principe, là, il est simple aussi en apparence. Vous avez un volontaire qui a un premier PET scan qui permet de visualiser donc les récepteurs ou le transporteur, la cible du futur médicament. On a une première image à gauche. Ici, c'est par exemple les noyaux gris centraux, ça pourrait être des récepteurs D2 par exemple. Et puis le même sujet va avoir l'administration en dose unique ou répétée du médicament qu'on veut tester. Il va y avoir une compétition entre le médicament et le radiotraceur, même cible, et il repasse un PET scan quelques jours ou quelques heures selon le protocole. Et on compare les deux images tout simplement. Et vous avez le pourcentage d'occupation du médicament. C'est très simple au niveau conceptuel, c'est expérimentalement évidemment plus complexe. Eh bien ça, c'est utilisé régulièrement. Ça a été utilisé pour les antipsychotiques et ça l'est toujours pour les nouvelles générations antipsychotiques. Ça a été aussi étudié pour les ISRS. Vous avez ici l'exemple du citalopram, avec cette fois-ci l'image du transporteur du citalopram, de la sérotonine, qui est la cible principale du citalopram, ou quasi unique. Et puis vous avez éventuellement des montées en dose, et vous avez donc sur ce résultat-là, avec 20 sujets, donc très peu, vous avez 20 sujets qui ont été répartis avec différentes doses administrées journalières pendant une semaine de citalopram. Et puis, ensuite, chacun a eu un PET scan avant-après, et on compare. Évidemment, logiquement, les sujets qui ont la dose la plus importante de citalopram au niveau journalier ont une différence d'imagerie qui est la plus marquée. Et ça, l'information qui a été obtenue à ce stade-là, avec peu de sujets encore une fois, c'est ici à 20 mg. Voilà, vous avez un pseudo-plateau qui est obtenu à 20 mg de citalopram. Donc, en d'autres termes, ça a permis très vite de déterminer que la dose utile, a priori pour les futurs essais cliniques, ce sera 20 mg. Pas la peine d'aller à 40 mg, voire à 60, puisqu'on a un pseudo-plateau. Donc on va occuper de la même manière les transporteurs, on aura plutôt des effets indésirables. Et donc finalement, c'était initialement la première dose d'AMM, c'était 20 mg qui était donc proposé pour le citalopram. Donc vous voyez, ça permet d'avancer très vite à ce niveau-là. Ça a permis aussi dans le cadre du méthylphénidate, par exemple. Le méthylphénidate, vous savez, c'est l'unique molécule actuellement disponible sous AMM en pédopsychiatrie ou neuropédiatrie, donc pour le TDAH. Eh bien, là aussi, lorsque les formes donc, à libération immédiate qui sont venues sur le marché en France ont montré leurs limites, parce que leur demi-vie est trop courte et parce qu'il y avait au bout de 4-5 heures un échappement à l'effet normalisant, entre guillemets, de ce méthylphénidate chez l'enfant, eh bien, il a été proposé des formes à libération prolongée. Mais il fallait prouver que ces formes à libération prolongée vont bien rester plus longtemps et vont bien bloquer plus longtemps au niveau cérébral la cible. Et une des cibles principales du méthylphénidate, pas unique là aussi, c'est le transporteur de la dopamine. Donc là, vous avez une imagerie faite chez le jeune adulte de transporteur de la dopamine avant administration donc, de méthylphénidate et après une dose unique de méthylphénidate avec des temps d'acquisition qui sont espacés dans le temps, une répartition des sujets en fonction du temps post-administration, péros dans des conditions de vraie vie. Et vous voyez que, en toute logique, on retourne au niveau basal au bout de 4 heures, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fixation, le méthylphénidate n'est plus fixé sur le transporteur. Et ça, c'est corrélé, évidemment, aux manifestations cliniques observées par les soignants, par les parents, par les enseignants. Au bout de 4 heures, la ritaline, libération immédiate, 10 mg, n'agit plus. Et il faut donc une nouvelle administration. Et donc, lorsque les formes LP ont été mises sur le marché et qui dominent actuellement les prescriptions, eh bien, on a fait les mêmes approches pour comparer et vraiment prouver que ce n'est pas une histoire de périphérie, de cytochrome périphérique, hépatique. C'est bien, la forme LP permet bien d'avoir un taux d'occupation qui va être prolongé dans le temps. Seule manière de le montrer. Alors, on a vu qu'on peut mesurer donc l'entrée au niveau cérébral. On peut maintenant aussi voir comment les régions cérébrales sont activées. Parce que, et là, l'activation et donc l'effet du médicament, ça peut être suivi par des technologies, plus beaucoup IRM. Et comme vous le savez, l'IRM fonctionnel, l'IRM a beaucoup de cordes à son arc. Il y a beaucoup de séquences possibles pour des résolutions anatomiques,
des résolutions fonctionnelles. L'IRM fonctionnel, que vous connaissez évidemment, permet là aussi de voir les effets d'un médicament. Je reprends l'exemple du méthylphénate. Vous avez, avec une littérature très riche, on peut montrer qu'il y a activation ou désactivation de régions cérébrales lors d'un traitement chronique sous méthylphénate et qui sont corrélées avec les modifications cliniques, notamment en termes d'attention, d'impulsivité, avec des régions qu'on ne détaillera pas, mais que vous connaissez, qui sont de manière tout à fait cohérente activées ou désactivées, en resting state ou lors de tâches cognitives. Donc là, l'IRMF également permet d'avoir une approche, cette fois-ci, non plus au niveau moléculaire, mais de l'action plus intégrée, fonctionnelle du médicament. L'imagerie TEP n'est pas en reste à ce niveau-là, puisqu'on peut utiliser également le FDG, donc ce glucose radioactif, qui permet de suivre le métabolisme. Dans le domaine de l'Alzheimer, ça a été utilisé avec une étude qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, publiée dans Nature Medicine, qui était concernée en fait une thérapeutique avec le nerve growth factor, dont on pensait que ça allait stimuler les fibres cholinergiques. Et vous voyez que les résultats étaient très encourageants en imagerie, avec, vous voyez, un pattern de fixation et donc un métabolisme glucidique augmenté après un traitement de 6 mois avec cette thérapeutique. Malheureusement, la clinique n'a pas suivi et on en reparlera, mais très souvent, attention à ne pas trop corréler hâtivement l'imagerie et la clinique. Alors, dorénavant, on peut aussi combiner les deux et avoir une approche complètement intégrée entre le moléculaire et le fonctionnel, avec les nouveaux systèmes scanners qui ont à la fois une IRM et une caméra TEP. Et donc, on peut, en même temps, chez le même sujet, mesurer un signal TEP. Par exemple, on peut imaginer un protocole tel qu'on le conçoit actuellement, avec un radiotraceur qui va visualiser les 5-HT2A. Donc, on a la densité qui est visualisée pour un sujet. On lui administre, par exemple, un antipsychotique que l'on veut tester. Il va y avoir une compétition. Grâce à ça, on mesure donc le taux d'occupation et en même temps, on va mesurer les effets de l'antipsychotique qu'on a administré avec l'activation cérébrale par IRMF, par effet Bolt, par exemple. Et tout ça peut donner des cartographies fonctionnelles dont je vais reparler un peu plus loin. Alors, on peut aussi suivre l'évolution de la cible thérapeutique grâce à l'imagerie. Et ça concerne plutôt les cas où la cible est éventuellement délétère et on veut à tout prix la faire diminuer. On va prendre l'exemple des pathologies neurodégénératives, où on était parti sur le postulat, je dis bien parce que qui est largement remis en question et largement ébranlé dorénavant, que les protéines, certaines protéines agrégées, doivent être des cibles thérapeutiques potentielles parce qu'elles sont liées dans la physiopathologie neurodégénérative. Les bêta-amyloïdes dans le domaine de l'Alzheimer, ça peut être également la protéine Tau, qui est un autre sujet. On citait lors d'une séance précédente l'alpha-synucléine, qui pour certains reste encore une cible potentielle dans cette forme de démence à corps de Lewy ou de forme de Parkinson. Donc il y avait une mission qui était donnée à la neuroimagerie d'avoir des outils pour suivre cela. Et la première étude qui a été vraiment marquante dans ce domaine-là, qui a suscité beaucoup d'espoir dans le domaine du neurodégénératif, c'est l'imagerie des bêta-amyloïdes. Et c'est notamment avec ce duo très connu dans le monde de la neurologie, Klunk et Matisse, un neurologue et un radiochimiste pharmacologue, qui à Pittsburgh, dans les années 2004, entre 2000 et 2004, ont mis au point, après beaucoup d'essais, le fameux PIB, donc le Pittsburgh Compound B, qui d'ailleurs était une petite molécule très simple, dérivée de colorants qui étaient connus dans le monde de l'anatomopathologie. Donc, ils se sont inspirés des colorants qui étaient utilisés et connus par les anapathes depuis des décennies. Et donc, lorsque leur papier est sorti dans le journal en 2004, c'était vraiment un succès énorme et les congrès de neurologie vraiment faisaient salle comble pour entendre et voir ces premiers résultats spectaculaires où on pouvait donc visualiser les bêta-amyloïdes. Et là, il y avait beaucoup d'espoir, tant en termes de biomarqueurs, de marqueurs diagnostiques, différentiels, de marqueurs diagnostiques précoces qu'on ne va pas aborder ici, mais qui ont été très décevants. Et puis, ça a été utilisé aussi beaucoup dans le domaine de la thérapeutique. Et un peu en écho à ce qu'a expliqué Marie Sarrazin ce matin dans la session pharmaco tout à l'heure, eh bien, comme vous le savez, les bêta-amyloïdes ont été pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques mois encore, considérés, ou ils le sont encore en partiellement, considérés comme une cible thérapeutique. Et donc, l'idée est de pouvoir suivre l'effet de ces anticorps sur leur cible, c'est-à-dire suivre la diminution des bêta-amyloïdes. Le bapineuzumab, il y a 10 ans, avait suscité beaucoup d'espoir. Et vous voyez avec
statistiquement, même si la méthodologie se discute toujours, mais l'imagerie qui montrait une diminution au bout de plusieurs mois, de quasiment 2 ans de traitement chronique sous cet anticorps, une diminution de la charge amyloïde. Il n'y a que cette manière de montrer que la cible diminue. Malheureusement, la clinique n'a pas suivi. Plus récemment, on a eu le cas de l'aducanumab, qui a fait un très beau papier dans Nature en 2016, avec des images magnifiques et spectaculaires, presque trop spectaculaires à vrai dire, où vous avez clairement un effet de cet anticorps monoclonal humanisé anti-bêta-amyloïde qui fait fondre littéralement la charge amyloïde grâce à l'imagerie, en plus avec un effet dose dépendant extrêmement séduisant. On vous l'a expliqué ce matin, ça a été autorisé par la FDA, ça a été récemment, donc avec la Duhelm, ça a été récemment retiré au final par l'industriel parce que ce n'est pas pris en charge par les Medicare américains, donc très polémique. Ça n'a pas été accepté au niveau de l'agence européenne. Clairement, la clinique ne suit pas, même si des labos cherchent encore à développer d'autres anticorps anti-bêta-amyloïdes. Franchement, il est peut-être temps de changer de stratégie. Mais vous voyez que l'imagerie était au rendez-vous. L'imagerie a fait le job. Le problème, c'est que la cible qu'on proposait à l'imagerie n'était pas la bonne. Alors évidemment, il faut dire que l'imagerie a été vraiment à contribuer à ébranler cette fameuse protéine, cette fameuse théorie des amyloïdes. C'est vraiment le fait qu'il y ait cette discordance entre des résultats d'imagerie extrêmement intéressants avec une fonte, une diminution de la cible, de la charge amyloïde et l'absence de corrélation clinique qui a vraiment ébranlé la communauté et qui a commencé à faire prendre conscience à la communauté académique et industrielle qui s'était engouffrée vraiment dans cette théorie que finalement les bêta-amyloïdes sont des acteurs mais ne sont pas la cible à avoir en premier. Alors l'expérience se reproduit avec la protéine Tau que je ne vous présente pas ici. À voir. La protéine Tau a ceci d'intéressant, c'est qu'elle est mieux corrélée au tableau clinique, à l'évolution et au stade de Braak et Braak, donc il y a peut-être là une pertinence physiopathologique plus fine. On va voir si ça permettra d'être corrélé à un effet thérapeutique anti-Tau. Les résultats ne sont pas encore là pour l'instant. Et puis dans le domaine du Parkinson, il y a tout le fantasme aussi autour de l'alpha-synucléine. Je reconnais que mon équipe, il y a plus de 5 ans, était une des premières en France à tenter de développer... Ah, vous ne voyez plus ? Mon équipe a été la première... Pardon, je reviens en arrière. La première... à tenter de développer un traceur alpha-synucléine. On s'est cassé les dents. La Michael J. Fox, qui est une fondation américaine qui finance l'essentiel de la recherche privée du Parkinson dans le monde, a lancé un appel d'offres pour plus de $2 millions à la première équipe qui développera le premier radiotraceur d'alpha-synucléine. Bon, il y a des prémices, mais attention, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible? La question reste tout à fait ouverte. Donc vous voyez qu'il y a toujours ce recul à avoir. L'imagerie ne répond pas à tout. Alors, dans les 2 dernières parties, je vais vous parler, après donc ce parcours sur en quoi l'imagerie peut aider, peut accélérer, peut sécuriser, peut dérisquer le développement de nouveaux médicaments, comment l'imagerie peut aussi aider finalement à des concepts nouveaux. Dans le domaine pharmacologique, alors je vais prendre un exemple qui concerne mon labo, donc il est complètement partial. Je vais vous parler des bias d'agonistes. Alors, le terme est très moche, c'est une mauvaise traduction, il faudra sûrement le changer. On parle aussi d'agonistes fonctionnels. Les bias d'agonistes, en fait, c'est un concept qui repose sur l'élément suivant. Vous connaissez les agonistes, évidemment. Certains des médicaments que vous prescrivez ont des propriétés agonistes, mais on pourrait quasiment avoir le même raisonnement avec le blocage, avec les antagonistes. Et on sait que même si on a un médicament qui, prétendument, va se fixer sur une cible, une famille de récepteurs bien connus, ce qu'on oublie toujours, c'est que, et souvent malheureusement en psychiatrie, pharmacologiquement, on se contente de ce qu'il y a au niveau de la membrane et on ne regarde pas ce qu'il y a derrière au niveau intracellulaire, eh bien on oublie que l'agoniste, il aura beau se fixer que sur la famille, donc être prétendument très spécifique, il va activer toute une cascade qu'on sous-estime complètement, de protéines G, de bêta-arestine, enfin bon, bref, une biochimie extrêmement complexe qui va être activée et qui, elle, va avoir des voies de transduction distinctes et qui peut aboutir à des effets thérapeutiques recherchés, mais aussi à médier des effets indésirables. En plus, il y aura cette fixation qui sera au niveau cérébral de manière générale, sans cibler des régions cérébrales précises. Et donc le concept de bias agoniste, encore un binôme, Kobilka et Lefkowitz, qui ont eu le prix Nobel en 2012, prix Nobel de chimie,
qui sont deux médecins biochimistes qui ont beaucoup développé, et ce qui a justifié leur prix Nobel, la connaissance des récepteurs couplés aux protéines G, qui sont quand même encore la cible de beaucoup de médicaments. Et donc, ils ont apporté également, et ils ont mis en lumière ce concept qui consiste à dire on va utiliser, grâce à des dérivés chimiques très fins, des molécules qui vont être des superagonistes. Ce sera peut-être plus adapté que biased agonistes. Des superagonistes qui vont spécifiquement activer une région cérébrale, ou plutôt, attendons, une voie intracellulaire spécifique, distincte entre le biased agoniste 1 pour telle famille de récepteurs, entre le biased agoniste 2 et le biased agoniste 3, qui va donc activer spécifiquement une autre voie. Et ça pourra conduire à des effets thérapeutiques beaucoup plus fins. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça pourra activer des régions cérébrales spécifiques. Donc on commence à toucher du doigt une pharmacologie de précision qui va uniquement activer, à terme, rêvons un peu, des régions corticales qui sont peut-être intéressantes de la cognition, des régions des neurones centraux qui sont intéressantes dans les troubles moteurs, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de toucher du doigt, mais qui était très conceptuel. Et l'imagerie a permis d'avancer. Là, voici une illustration de ce qu'on peut faire en 5-HT1. Donc, c'est un des travaux qu'on a, avec un certain nombre de molécules qui sont chimiquement très très proches, mais qui vont activer des voies différentes et qui peuvent avoir donc des effets, des indications tout à fait différentes, qui vont de la correction d'effets antidyskinétiques de la dopathérapie pour le Parkinson à des molécules procognitives dans le domaine éventuellement du neurodégénératif ou de certaines pathologies psychiatriques, à des molécules analgésiques, etc., à des indications aussi au niveau du tronc cérébral pour le syndrome de Rett, pour des maladies orphelines. Donc on a un champ très large qu'on est en train d'explorer, et l'imagerie permet, alors non pas de prouver l'efficacité clinique, attention, le juge de paix restera toujours la clinique, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais permettra de prouver que oui, il y a bien des activations spécifiques des régions cérébrales. Et voici des études, pour le coup, avec une microTEP ou une micro-IRM chez des modèles animaux, où, en comparant un agoniste classique, donc qui va certes se fixer sur une cible, mais qui va activer toutes les voies de transduction, eh bien, on a pu comparer des agonistes biaisés, et vous voyez qu'il n'y a que certaines régions qui s'allument spécifiquement, telles qu'on l'attendait, et ça, on l'a pu le montrer en IRM ou en FDG, donc en activation du glucose radioactif. Et puis, on peut aller plus loin dorénavant, parce que là, on est quand même très descriptif. Grâce aux outils qui sont dorénavant partagés entre le préclinique et le clinique, on peut faire, en croisant de ces imageries multimodales, on peut faire des matrices de corrélation que je n'ai pas détaillées, mais qui permettent de voir statistiquement des corrélations de régions qui vont s'allumer les unes avec les autres. Et on peut donc suivre ensuite, sur une cartographie cérébrale, l'enchaînement des activations des régions cérébrales. Donc là, dorénavant, l'imagerie, elle va vraiment largement au-delà d'une simple image descriptive, mais on peut dorénavant avoir une véritable connectivité fonctionnelle qui est beaucoup plus fine et qui apporte beaucoup de choses. Un autre développement, et ça a été abordé ce matin, c'est les psychédéliques, qui ne vont pas répondre à tout, mais qui sont des pistes intéressantes, qui pourront en tout cas même donner des idées pour des dérivés à terme. Les psychédéliques, alors je prendrai juste un exemple, puisqu'on a cité ce matin la psilocybine, par exemple. Je prendrai l'exemple du LSD, qui a été largement décrit ce matin aussi, lors de la première session à 8h30, si vous étiez matinaux. Eh bien, le LSD, donc, qu'on connaît, qui a été banni de toute recherche pendant très longtemps, a réémergé récemment par le biais de fondations américaines, qui assez prosélytes, mais très efficaces, qui ont donc vraiment misé sur de reconsidérer ces effets de psychédéliques, et ça a été largement développé. L'imagerie a permis, je dirais presque, de donner ses lettres de noblesse à cette nouvelle recherche sur les psychédéliques. Un seul exemple, une étude qui a été faite dans l'équipe à l'époque de David Nutt à Londres, de Carhart Harris, qui était le premier papier dans PNAS, qui a montré avec différentes techniques complémentaires, l'IRM BOLD, l'IRM en ASL, on ne va pas rentrer en détail, de la magnétoencéphalographie également, qui a montré vraiment une corrélation entre les ressentis, entre les patterns cognitifs observés sous prise de LSD chez des volontaires sains lors de séances bien contrôlées, bien standardisées, et l'activation de régions cérébrales avec notamment les cortex auditifs, les cortex visuels qui s'activent avec des déconnexions de régions et qu'on peut corréler à une dissolution de l'ego qui est caractéristique de certains effets psychopharmacologiques du LSD. Donc ça a vraiment permis d'apporter une base de compréhension qui est dorénavant largement utilisée pour la compréhension et le développement à venir
tant chez les volontaires sains que dans des indications en psychiatrie pour ces psychédéliques. Alors, dans le domaine, et là, donc, il y a aussi ces approches qui sont dorénavant, le message ici de cette diapo qui a l'air un peu complexe, c'est qu'on ne se contente plus d'une imagerie, mais on va avoir une imagerie anatomique, notamment en IRM, pour faire éventuellement de la tractographie, donc la connexion des fibres blanches. On a évidemment une imagerie fonctionnelle. On rapporte cela au support moléculaire, et c'est notamment les récepteurs 5-HT2 qui sont activés ou qui sont bloqués en partie ou occupés, ou plutôt activés, pardon, pas bloqués, activés. Et puis on arrive donc à modéliser, en faisant cette multimodalité, on arrive à modéliser et à comprendre étape après étape les activations. Donc on a vraiment dorénavant une compréhension très fine, intégrée du moléculaire au fonctionnel, qui peut être appliqué à beaucoup de médicaments. Dans le domaine des psychédéliques, même si la kétamine n'est pas strictement un psychédélique, mais peut être apparentée par certains aspects, vous savez que la kétamine a des propriétés antidépressives et surtout antidépressives précoces, qui ont été vraiment remarquées et publiées de manière spectaculaire par des formes au départ IV et puis dorénavant par une forme commercialisée sous forme de S-kétamine, sous forme de spray. Eh bien, vous avez évidemment là, ça a été vraiment un fourmillement pour beaucoup d'espoir dans le domaine de la psychopharmacologie. Enfin, on a une piste antidépressive qui sort de la théorie des monoamines, même si elle a ses limites, s'il y a des effets indésirables à gérer, si ça ne répond pas à tout, mais il y a malgré tout clairement une avancée. Et l'idée est là aussi d'utiliser l'imagerie pour comprendre les mécanismes de cette kétamine qui, comme ça a été dit ce matin aussi, qu'on ne peut pas limiter à un blocage des récepteurs NMDA. Et l'imagerie, vraiment, parce que ça a été vraiment un sujet très chaud ces dernières années, s'est engouffré là-dedans avec beaucoup d'équipes qui ont comparé des approches par FDG, par de l'eau radioactive radiomarquée, une autre approche de radiotraceur, par de la MEG, la fMRI. Et finalement, ce qui ressort de ces études, c'est très cohérent, c'est qu'il y a des régions particulières, notamment le cortex singulaire antérieur, qui sont activées lors d'effets de la kétamine et qui sont une cible potentielle. Et là-dessus vient se greffer des mécanismes. On y travaille là aussi grâce à l'imagerie. Et nous, notre théorie, mais qui peut se confronter à d'autres, c'est que ça passera à terme par les 5-HT1 qui sont au niveau de cette région. Dernière partie, c'est proposer des outils pour la psychopharmacologie ou la neuropsychopharmacologie. Et là, c'est développer des nouveaux radiotraceurs qui peuvent éventuellement faire plus que voir uniquement les récepteurs et les quantifier. C'est ce qu'on fait actuellement, mais il s'avère que ces propriétés-là sont limitées parce qu'elles sont très descriptives souvent. On voit des récepteurs, on voit la densité, et après. Et le problème, c'est que souvent, on utilise pour cela des antagonistes, et on sait, et c'est des connaissances pharmacologiques connues de longue date, c'est que les antagonistes vont pas distinguer tous les récepteurs qui sont présents. Vous vous souvenez que la plupart des récepteurs sont couplés à des protéines G. Certains récepteurs, on le sait, sont présents, mais sont découplés. Ils sont là, on ne sait pas s'ils sont à titre de réserve, mais ils n'ont aucun lien physiologique ou pathologique, voire toxicologique, puisqu'ils ne sont pas enchaînés avec un système intracellulaire. La TEP actuelle ne permet pas de distinguer ces récepteurs qui fonctionnent des récepteurs qui sont présents. Et le concept qu'on a développé il y a quelques années, simple au départ, c'est d'utiliser des agonistes qui, eux, on sait, vont se fixer sur ces récepteurs strictement fonctionnels. Et donc, on a développé ce concept, on a tenté la preuve de concept, on est passé du modèle animal, petit, gros animal, à l'homme, et on a développé un radiotraceur, et on espère en développer d'autres, et d'autres équipes le feront sûrement aussi, pour visualiser spécifiquement, ici par exemple, les récepteurs 5-HT1 couplés fonctionnels. Et ça permet d'avoir à terme des répercussions, parce qu'on peut très bien traduire ce nouvel outil de réceptologie fonctionnelle en questions physiopathologiques ou thérapeutiques. Est-ce que telle pharmacorésistance serait liée à terme à une désensibilisation des récepteurs? Est-ce que tel effet nootropique serait lié à une stimulation spécifique de récepteurs couplés? Est-ce que tel effet antidépresseur et tel délai des antidépresseurs, vous savez, avec l'implication des 5-HT1, des nodurafés, cette désensibilisation est liée aussi à cet effet de défonctionnalisation, etc. Donc vous voyez, là, l'outil va vraiment donner lieu à des questions qui pourraient être traduites en essais thérapeutiques et en hypothèses physiopathologiques. Enfin, pour terminer, deux outils instrumentaux qui pourront également enrichir la recherche des médicaments du cerveau, que nous avons la chance d'avoir à Lyon par des collaborations avec des petites biotech françaises. La première, c'est dans l'imagerie TEP. Voici un scanner TEP-CT que vous connaissez, très classique.
Le problème, quand vous l'utilisez notamment en psychiatrie, prenons cet exemple, c'est que vous avez un sujet allongé, pas toujours facile, ou en Parkinson, pas toujours facile à gérer, le sujet allongé pendant des examens assez longs, si on fait des cinétiques, un anneau qui est très grand, donc il y a beaucoup de pertes de signal. La résolution spatiale, vous vous souvenez, elle est proche de 5 mm, 4-5 mm, voire parfois plus, pas terrible pour voir les petits noyaux cérébraux. L'idée, là, c'est dans un projet international pour lequel on a le label Eurostars, qui se fait avec une société française et la Corée du Sud, c'est de développer ça, on espère d'ici 2 ans, un système qui est modulaire, qui est d'abord adapté à la tête, et donc avec un anneau de petite taille, qui va permettre d'avoir une résolution qui est multipliée par 4, voire par 5, résolution spatiale, voire même sensibilité. Et puis, autre point intéressant, c'est le sujet peut être assis, donc on peut faire toutes sortes de tests en gériatrie, dans de la psychologie expérimentale, avec des tests cognitifs, etc. Donc ça, c'est pas une révolution technologique, mais ça permettra là aussi d'augmenter la puissance de la recherche dans le domaine des médicaments du cerveau. Et puis, dernier exemple, j'en terminerai là-dessus, c'est la MEG, la magnétoencéphalographie. Il y a peu de centres en France qui ont des outils en MEG. Vous savez que la MEG, c'est la mesure de signaux magnétiques qui sont la résultante de l'activité électrique des neurones. Et donc, ça a l'intérêt d'avoir une résolution temporelle extrêmement forte, puisqu'on a quasiment une acquisition tous les millisecondes. Donc, on peut suivre des activations de signaux magnétiques corrélées donc à une activité neuronale avec une très, très magnifique résolution spatiale. La pharmacomeg consiste à utiliser cette technologie pour étudier des molécules. Ça a été peu développé actuellement, trop peu, alors qu'il y a sûrement un potentiel à explorer dans ce domaine-là pour avoir des patterns, même s'ils ne seront pas moléculairement très fins ou même décorrélés, mais on peut avoir des patterns, des signatures très fines dans des premiers essais cliniques, par exemple avec des nouvelles molécules, dans les indications neurologiques ou psychiatriques. Et là, l'avancée que l'on fait technologique avec justement une équipe de Grenoble, c'est d'avoir, décidément... Non, c'est pas ça, je vais juste retenter de redescendre, voilà. C'est d'avoir, pardon, ce sera la dernière diapo, c'est d'avoir un système qui n'utilisera pas l'énorme détecteur que vous avez vu avec de l'hélium liquide, qui est extrêmement contraignant, avec des techniques cryogéniques très très lourdes, d'avoir des détecteurs avec une autre technologie qui ont été développées par une équipe du CEA à Grenoble, qui doit avoir une start-up, et qui permet d'avoir des signaux MEG de la même qualité. On est en train de le prouver notamment à Lyon, il y a des expériences qui ont été faites à Marseille également, et à Liège, non, à Bruxelles. Et on a donc des signaux extrêmement intéressants qui sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus faciles pour développer ce domaine de la pharmacomeg qui est, à mon sens, sous-exploité. Voilà, donc c'était un panorama un peu non exhaustif, très partial, des possibilités de la neuroimagerie dans le développement de nouveaux médicaments du cerveau en neurologie et en psychiatrie. Et je vous remercie.